Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, για να έχουμε και το χρόνο. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα προς το φινάλε του 5ου Φεστιβάλ Βιβλίου τον Μωρίς Σατιά, ένα συγγραφέα πολύ αγαπητό στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Τον έχουμε γνωρίσει εδώ και πολλά χρόνια με τα νουάρ μυθιστορήματά του. Έχουν βγει αρκετά. Και μάλιστα με τον ήρωα του πιο πρόσφατου έχουν βγει 5, νομίζω, ακόμα μυθιστορήματα. Είναι το Μαύρο Αλγέρι, στα γαλλικά είναι Alger la Noir, για το οποίο έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία. Είναι η Κόκκινη Μασσαλία, το Παρίσι Blues, η Λευκή Καραϊβική, το Κόκκινο και το Φεό. Και τώρα, πριν 1-2 χρόνια, βγήκαν και τα χρώματα της εκδίκησης, Couleur de la Vengeance, στα γαλλικά, σε μετάφραση Χριστίνας Μπουφέα, ένα συναρπαστικό νουάρ μυθιστόρημα που διαδραματίζεται καταρχήν στην Μασσαλία, αλλά απλώνεται η δράση του και σε άλλες πόλεις, στη Βιέννη, το Παρίσι. Θα ξεκινήσω, δεν θέλω να πω πολλά. Ήθελα να ξεκινήσω με τον ήρωα των μυθιστορημάτων του Μωρίς Σατιά, τον Πάκο Μαρτίνεθ, ο οποίος είναι Ισπανός, όπως φαίνεται και από το όνομά του στην καταγωγή. Είναι η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Γαλλία. Είναι μια οικογένεια που έφυγε με τον Ισπανικό, από την εποχή του Φράνκο και ήταν συνέπεια του Ισπανικού εμφυλίου και της φραγκικής περίοδου, η μετανάστευση, και βρίσκεται στην Γαλλία. Έγινε αστυνομικός, ο Πάκο Μαρτίνεθ, έφυγε από την αστυνομία, έγινε δημοσιογράφος και είναι βασικός ήρωας των μυθιστορημάτων του Μωρίς Σατιά. Κυρία Ατιά, θα θέλατε να μας πείτε έτσι, μερικά πράγματα για αυτόν το χαρακτήρα? Oui, c'est d'abord, le nom, c'est le nom que j'ai emprunté dans un private joke, dans un truc personnel. C'est le nom de mon meilleur ami qui est mort il y a 2 ans. Et je lui ai demandé l'autorisation de prendre son nom. Et par ailleurs, je me suis inspiré de mon métier, en fait, parce que j'avais un de mes patients d'origine espagnole dont la famille a quitté Barcelone à la suite de la guerre civile et dont le grand-père, je crois, était anarchiste. Et comme souvent dans la vie et dans mon métier de psychanalyste, il y a des légendes familiales. Et on construit une légende autour d'une histoire que les enfants acceptent, reprennent pour eux, sans jamais vérifier ce qu'il en est. Et pour Paco Martinez, on lui a raconté une histoire, sa grand-mère lui a raconté une histoire sur son père qui est mort en Espagne pendant la guerre civile, sur sa mère qu'il avait abandonnée, etc. Et au fond, c'était une légende, c'était pas du tout ce qui s'est réellement passé. Il est vraiment mort pendant la guerre civile, etc. Et donc, mes écrits, les 6 romans qui ont été publiés dont il est le héros, et alors je tiens à préciser quand même, il est le héros, mais il n'est pas le seul héros. Il a une compagne qui s'appelle Irène, et qui est extrêmement importante, parce que c'est une femme libre, qui à l'époque était considérée, elle a réellement existé, cette femme, hein, c'était
une modiste qui était en bas de mon immeuble à Bab el-Oued, et elle était considérée comme une prostituée, alors qu'elle ne l'était pas, parce qu'elle adorait aller danser et qu'elle conduisait une voiture, ce qui ne se faisait pas dans les années 60. Et au cours d'un de ces bals, que je raconte dans Alger la Noire, il y a une bombe qui explose au casino d'Alger et elle perd une moitié de jambe. Et là aussi, ça fait partie de la légende, c'est-à-dire que tout le monde était méchamment content qu'elle puisse plus être belle, une belle femme, etc. Et elle s'est acheté une très belle canne. Elle s'est fait faire une prothèse à l'époque, c'était en bois, enfin, etc. Et elle a acheté une voiture avec un embrayage automatique pour continuer à conduire. Et elle est restée toujours belle, maquillée, etc. Et cette femme, dans la vie de Paco, est extrêmement importante parce que Paco, j'en ai fait un personnage passablement névrosé, parce qu'il est, il est dans, souvent dans un temps que moi je déteste en littérature et dans la vie, c'est le conditionnel passé. Si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, etc. Et lui est beaucoup là-dedans, dans les choix qu'il a fait, les regrets, etc. Notamment, il se sent coupable de ce qui est arrivé à Irène. Et elle, à l'inverse, elle voit toujours devant. Elle est dans un mode de pensée positive et elle ne cesse de le recadrer. Et elle a toujours refusé pendant toute sa vie avec lui de vivre avec lui parce qu'elle considérait que la liberté, c'était aussi chacun chez soi. Voilà, donc ça, c'est les deux personnages qui vont être récurrents. Et ce qui est assez amusant pour moi, ce qui a été assez amusant, c'est que au fur et à mesure des salons et des lecteurs, tous les hommes tombent amoureux d'Irène comme personnage féminin, et toutes les femmes étaient émues par la fragilité de Paco. Donc c'est assez drôle de voir comment, quand on constitue des personnages, comment ils peuvent toucher un lectorat et de quelle manière, quoi, comment ils se l'approprient. Voilà, c'est en gros ça. Mais il faut savoir qu'au tout départ, il ne devait pas y avoir 6 romans. Hein. Il ne devait en avoir qu'un seul, c'était Alger la Noire. Et c'est mon éditeur, mon éditrice à l'époque, qui m'a dit « Il faudrait juste que tu changes le dernier chapitre pour que tu laisses une fin ouverte. Parce que si tu fais comme j'avais fait la première version, c'est fini, on ne peut pas aller plus loin. » Et j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je vais modifier, etc. Ça ne changeait pas grand-chose au roman, donc j'ai laissé une fin ouverte. Ce qui n'a pas été stupide, puisque j'ai pu écrire la suite. Et en fait, je n'ai fait que revisiter, parce que je suis passionné de politique, mais aussi de psychanalyse. Et toute ma vie, j'ai enquêté sur les gens. Donc l'idée, c'était... Parce qu'en vrai, la littérature policière, c'est pas ma passion. Je nie pas que ça. Hein. Voilà, c'est pas mes lectures préférées. Mais en l'occurrence, c'est la manière dont je travaillais qui était que j'enquête sur la vie des gens. Et j'enquête sur quoi ? Sur leur culpabilité. Parce que tous les gens qui viennent voir un psychanalyste, il y a en eux quelque chose de l'ordre de la culpabilité qui leur pourrit la vie. Et au fond, ce que fait Paco, c'est la même chose. Hein. Il cherche la culpabilité, la sienne propre, mais aussi celle des affaires qui le... Une dernière précision. Au début, j'en ai fait un policier parce que je savais qu'à l'époque, en 61-62, il n'y avait plus de police opérationnelle en Algérie. Il n'y avait plus de justice, il n'y avait que des règlements de compte, il n'y avait que des tueries. Donc il n'y avait plus de jugement ni de procès. Et après, je me suis retrouvé enfermé par les contraintes du héros policier. C'est la raison pour laquelle, dans le 3e volume, c'est-à-dire dans Paris Blues, à la mort de De Gaulle, j'ai décidé qu'il démissionnait, qu'il ne soit plus policier, pour me débarrasser de la contrainte du flic qui fait l'enquête et tout ce qui est inhérent à une enquête policière. Voilà.
D'où les raisons qu'il y ait deux trilogies, une où il est flic et une où il est journaliste. Σε αυτή λοιπόν την τριλογία που είναι δημοσιογράφος, είναι δημοσιογράφος που μάλιστα ασχολείται κυρίως με τον κινηματογράφο και ο κινηματογράφος είναι, δηλαδή έχει μια στήλη για τον κινηματογράφο και ασχολείται πάρα πολύ με αυτό. Νομίζω ότι είναι και δικό σας πάθος αυτό. Alors oui, ça a été comment dire, le dilemme de ma vie quand j'ai commencé médecine. Au bout de quelques mois, j'ai commencé en 67, peu avant les événements de 68, d'accord. Et à l'époque, j'étais dans un amphithéâtre de 600 étudiants à Marseille et j'étais le seul qui avait une bourse. Parce qu'à l'époque, faire médecine, il fallait avoir de l'argent, il fallait avoir des parents qui suivent, les études coûtaient cher, non pas au niveau de l'université, les livres coûtaient horriblement cher, et donc la population était très bourgeoise. Je ne me sentais pas du tout dans mon univers. D'ailleurs, mon cher papa, quand j'ai dit que je voulais faire médecine, il m'a dit, écoute, tu dois te débrouiller tout sans moi, parce que je n'ai pas les moyens de t'offrir des études longues, voilà, c'est à toi de voir. J'ai dit, je prends ça sur mon dos. Donc, j'ai toujours travaillé pendant toutes mes études de médecine. J'ai fait le serveur, pompiste, donné des cours. Enfin bon, j'ai fait plein de petits boulots. Et pour pouvoir tenir le coup. Et assez vite, au bout de quelques mois, j'ai détesté médecine. Réellement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et en revanche, avec ma carte d'étudiant, j'ai découvert qu'on avait des tarifs vraiment pas chers pour aller au cinéma. Et il y avait un cinéma à Marseille qui faisait que des films d'art et essai. Et j'ai commencé à sécher les cours et aller au cinéma. Et cette année-là, il y avait un festival des films de Fritz Lang. Beaucoup de policiers, etc. Et alors, j'étais absolument fasciné par les films de Fritz Lang. Et je me suis dit, bon, bah, c'est décidé. Je ne passerai pas... le concours, parce qu'à l'époque, il y avait 2000 candidats pour 400 places. Et je me suis dit, j'aurai jamais ce concours, je ne suis pas assez travailleur pour ça, donc je vais commencer à me renseigner pour faire une école de cinéma. Mais, un peu comme Paco, j'avais une petite camarade, une petite amie, qui était une travailleuse, et qui, elle, allait en cours, etc., etc., et puis, il y a eu 68. Donc, 68, je me suis engouffré dans 68. Je me suis découvert des affinités pour Rosa Luxembourg. Et donc, j'ai été pendant 2-3 ans militant révolutionnaire, etc. Mais surtout, quand sont arrivés les examens, ils ont été annulés, puisque 1968, les événements, etc., etc. Et ils ont été reportés en septembre. Et ma petite amie m'a dit, j'ai tous les cours, viens travailler avec moi pendant l'été et tente le coup. Je me suis dit, bon, de toute façon, l'inscription pour le cinéma, c'était en octobre. Je passe les examens, on verra bien. Écoute bien ce que je vais te dire, ceci n'est pas une légende, hein. Cette année-là, on avait négocié que ça ne soit pas un concours, mais un examen. C'est-à-dire qu'on ne dise pas, on prend les 400 premiers et puis le reste, ils vont ailleurs. On les a obligés à noter en fonction de la qualité du travail. Et donc, au lieu de prendre 400 étudiants, ils en ont pris 1022 sur les 2000. Donc, 1 sur 2, quasiment. Et moi, j'ai été 1011e. Voilà. Donc, le jeu de l'amour et du hasard a fait que, par lâcheté, j'ai continué médecine. Et à côté de ça, j'ai fait beaucoup de films, entre guillemets, dits révolutionnaires. C'est-à-dire que j'ai filmé les manifestations, les meetings politiques. Et puis, j'avais une admiration sans borne pour le cinéma underground américain, notamment celui de John Cassavetes. Et donc, je me disais, je veux être le John Cassavetes français, ce qui n'a pas été le cas évidemment, mais j'ai fait quelques courts-métrages comme ça avec de la pellicule que j'achetais, la pellicule volée
que j'ai acheté au noir, hein, parce que c'était des techniciens qui volaient de la pellicule et qui la revendaient. Et je faisais développer les films en cachette à la maison à l'ORTF, à la télévision française, par des techniciens qui acceptaient moyennant l'argent cash. Mais pas beaucoup, c'est pas beaucoup d'argent. C'était l'équivalent à l'époque de 100 euros pour me développer des kilomètres de pellicule. Voilà, donc ça c'était le. Et je n'ai jamais cessé d'aller au cinéma. Je suis cinéphage. Hein. Et ensuite, pour être tout à fait sincère avec toi, ce n'est pas. J'ai toujours écrit quand j'étais adolescent, etc. Mais je voulais écrire des scénarios. Donc j'ai écrit 1 scénario, 2 scénarios, 3 scénarios, et j'ai suivi la trajectoire officielle, la légende parisienne, qui était qu'on dépose des trucs à l'avance sur recette, etc. Sauf que c'est pas vrai. Si tu n'as pas de relation, si tu n'as pas de réseau, tu ne trouveras jamais l'argent pour faire un film. Donc après avoir écrit 2-3 scénarios qui n'ont pas été achetés, ma compagne de l'époque m'a dit, mais tu sais, tu écris bien, tu devrais écrire des romans plutôt que... Parce que l'avantage du roman, c'est que tu peux faire ce que tu veux, ça coûte rien, quoi, hein, ce qui est vrai. Et voilà, j'ai commencé par ça. Alors, j'ai pas commencé par un roman, en fait, j'ai commencé par un ouvrage clinique sur les adolescents, par l'année 1996, au siècle dernier, donc. Et ce n'est qu'après que j'ai découvert la littérature noire, mais la bonne. Hein, ce que j'appelle la bonne littérature noire, c'est David Godin, Jim Thompson, Chandler, des gens comme ça, quoi. Hein, Anne McBain aussi, mais pas seulement. Je n'aimais pas du tout Agatha Christie, James Hadley Chase, tout ça. Je trouvais que c'était pauvre, quoi. Hein. Et j'ai découvert qu'il y avait des auteurs américains qui écrivaient plutôt bien. Et qui avaient des personnages qui avaient de l'intériorité. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire, et très bêtement, parce que on ne sait pas ce qu'on fait. Quand j'ai fini Alger-la-Noire, ma conviction personnelle j'étais sûr que personne n'en voudrait, que personne ne voudrait ce livre. Donc j'étais très surpris qu'un éditeur le veuille et qu'en plus il ait des prix qu'on a adorés, etc. Mais ça, c'est les paradoxes de la littérature. Hein. On ne sait pas à l'avance. Il n'y a que les grands commerciaux qui savent exactement ce qu'ils doivent écrire pour faire du succès. Je te laisse la parole. Είναι αλήθεια ότι και σε αυτό το βιβλίο βλέπει κανείς στοιχεία σεναριακά. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που θα μπορούσε να γίνει και ταινία θεωρητικά. Δηλαδή έχει αυτά τα στοιχεία. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο η δράση εκτιλήσεται. Θα ξαναγυρίσουμε μετά στην παλιότερη εποχή, γιατί θα ήθελα να σας ρωτήσω μερικά πράγματα. Αλλά αυτό το βιβλίο εκτιλήσεται ακριβώς την περίοδο που γίνεται η μεγάλη αλλαγή στη Γαλλία και κερδίζει τις εκλογές ο Mitterrand. Δηλαδή είναι το 1981 και την ίδια αυτή η μέρα των εκλογών που τις κερδίζει ο Mitterrand και βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους που ενθουσιάζεται με την εκλογική αυτή νίκη, ο ήρωάς σας, βάζετε τον ήρωά σας να βρίσκεται μπροστά σε μία σφαγή, σε ένα μπαρ, όπου κάποιος μπαίνει και πυροβολεί και σκοτώνει 10 ανθρώπους. Και από εκεί ξεκινάει ο μύθος της έρευνας, που έχει πολλά πλοκάμια και θα εμπλέξει Βαλκάνιους, ένα Βαλκάνιο μαφιόζο και εκτελεστές, διάφορα πράγματα θα συμβούν. Δεν θα πούμε τώρα εδώ ακριβώς τι γίνεται, αλλά είναι μια πολυπλόκαμη ιστορία που φτάνει και μέχρι και το Αφγανιστάν. Oui, alors tout ça est basé, ça a été mon obsession pendant tous mes écrits, c'est d'être le plus fidèle
à ce qui se passait au moment où j'écris, à la période du bouquin que j'écrivais, dans la réalité. Par exemple, le massacre du bar au début du bouquin, c'est un fait divers marseillais. Je ne me souviens plus comment s'appelait ce bar, où on a tué que 10 personnes qui n'étaient pas des truands. Il y avait un truand parmi eux, mais les 10 autres, non. Les 9 autres, ce n'étaient pas des truands. Et on n'a jamais vraiment su pourquoi et qui avait fait ça. Vous voyez, c'était un truc surréaliste, quoi. Είχα φανταστεί ότι δεν είναι πραγματικό γεγονός, αλλά είναι από ό,τι λέτε. C'était un fait réel. De même, j'ai découvert, mais ça je ne m'en souvenais pas, que, et c'est là, c'est extraordinaire, parce qu'on parlait il y a 2 jours de l'extrême droite, etc. J'ai découvert que l'année de la mort de Tito, le président de la Yougoslavie, il avait fait passer une loi pour qu'il soit président à vie. Il avait 80 ans. D'accord ? À 80 ans, il s'imaginait éternel, quoi, qu'il allait continuer à vivre encore 10 ou 15 ou 20 ans. Et ça, c'est extraordinaire de voir que, dernier fait divers qui est pour moi, exemplaire, c'est l'année où CNN a été créée. La chaîne d'information continue, ça a été la première. Et à l'époque, ce qui est assez drôle, tout le monde disait, ils vont se casser la gueule, dans l'année, ça va disparaître. Voilà. Et on voit aujourd'hui, 40 ans plus tard, qu'il y a je ne sais combien de radios d'information continue et que, et que ça s'est développé et développé. Donc c'est assez cocasse de voir à quel point l'histoire réelle, parfois, et l'Afghanistan... Petite anecdote, le héros qui est journaliste et qui est allé en Afghanistan, c'est un ami qui était grand reporter et qui a eu la particularité, c'est lui qui a fait des bouquins sur la French Connection, sur la drogue à Marseille, et c'est le seul journaliste français qui a eu le Pulitzer et le prix de Jack London, qui sont deux prix extrêmement prestigieux, et c'est le seul à avoir ces 2 prix, notamment à cause de la French Connection. Et il était allé en Afghanistan. Non pas à l'époque où les Américains y étaient, mais à l'époque où les Russes étaient en Afghanistan. D'accord ? Et lui, ce qui l'intéressait, c'était les Moudjahidines. C'était les résistants, ceux qui luttaient contre les Russes. Et l'autre côté le plus drôle, il était stupéfait des années plus tard, c'est qu'il a rencontré Ben Laden, qui était à l'époque un berbe, qui n'avait pas sa grande barbe, Ben Laden, et qui venait discrètement chercher des gens de la CIA qui pourraient lui donner des armes pour la résistance afghane, aux Russes, d'accord ? Et donc, quand il a su qu'il était français, etc., Ben Laden lui a demandé et vous pourriez m'avoir des armes ? Et il dit non, moi je suis journaliste, alors si vous ne m'intéressez pas, partez. Et voilà, il n'a plus jamais revu, sauf qu'après, il a découvert que c'était l'homme qu'il avait voulu interviewer, mais il n'était pas là pour faire, comme on disait, de l'humanitaire, Ben Laden, mais il était là pour organiser la résistance afghane contre les Russes. Donc voilà, c'est des faits divers, des anecdotes qui sont toujours troublantes, je trouve, hein, de voir à quel point des personnages qu'on peut avoir croisés dans sa vie vont être importants par la suite, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et ce personnage de journaliste, il ne savait pas bien avant qu'il allait mourir, mais surtout, il a été fait prisonnier en Afghanistan par les Russes et par les Afghans. Et il pensait qu'il allait mourir. Il pensait réellement qu'ils allaient le fusiller, etc. Il est resté 6 ou 8 mois en prison. On a fini par le libérer, mais il a mis un temps fou à revenir dans la vie parce que ça l'a beaucoup traumatisé. Voilà, donc c'est des choses que... Et il faut que vous sachiez que ce livre, je l'ai écrit pendant le Covid. Et ça a été un grand moment pour moi parce que je l'ai écrit tous les jours, sans continuer. Et comme je voulais qu'une partie se passe à Vienne, pour le Troisième Homme, le film Le Troisième Homme,
avec Orson Welles, on n'avait pas le droit de voyager. Donc je me suis débrouillé pour avoir des autorisations pour aller à Vienne. Je suis allé 4-5 fois à Vienne. Et c'était extraordinaire. J'allais à l'aéroport, il n'y avait personne. Je prenais l'avion, ça coûtait rien. Ça coûtait l'aller-retour pour Vienne, c'était 80 euros. Sur Air France, pas sur une EasyJet. Hein. Et à Vienne, les Airbnb étaient tous libres. Donc je peux avoir un appartement magnifique pour 30 euros par jour dans le centre de Vienne. Mais tout était fermé à Vienne. Les restaurants, les bars, etc. Et j'ai pu comme ça me promener dans Vienne et revisiter l'époque du troisième homme, etc. Et je me suis régalé, j'ai adoré ça. Hein. Ce vécu Paris, non, parce que je connaissais très bien Paris, mais Vienne, c'est vrai que je n'avais jamais vu comme ça. J'étais allé 2 fois à Vienne, mais normalement. Et là, pour ce bouquin, c'était une Vienne tout à fait étrange, quoi. Un peu comme dans le film. Je ne sais pas si vous avez vous souvenez de ce film. C'est juste après la guerre. C'est tiré d'un roman de Graham Greene. Et Vienne est complètement dévastée. Il n'y a plus personne. Enfin, voilà, et Orson Welles fait un trafic de médicaments. Et donc, c'est d'où l'idée de trafic du Serbe, là, de celui qui est un truc. Le méchant. Oui, le méchant. Ah oui, il est méchant. Il est vraiment méchant. Au Cacos. Mais en même temps, ce que j'ai voulu aussi décrire, ça c'est le psy, c'est une histoire passionnelle. Et si vous voulez, la passion, c'est toujours destructeur, pour les deux termes. Parce qu'il y a une belle image pour la passion, c'est quand on est amoureux, on marche côte à côte et on regarde dans la même direction. Quand on est dans la passion amoureuse, on est face à face et on est dans un bras de fer permanent. Je vais te prouver que je t'aime plus que tu ne m'as aimé, etc., etc. Et donc, c'est extrêmement violent et ça finit toujours mal, les passions. C'est pour ça que il y a cette histoire-là dans le... Donc, je voulais que, comme c'est le 6e et dernier des 2 trilogies, je ne vais pas en écrire d'autres avec Paco et Irène, je voulais que ça soit un peu un feu d'artifice, d'où le titre, hein, parce qu'il y a des couleurs dans chaque roman, et là, c'est couleur de la vengeance, parce que c'est un peu l'apothéose bon, je ne vais pas raconter le bouquin, mais même la fin est décalée par rapport à ce qu'on attendait. C'est-à-dire que Paco n'est pas le justicier fort, etc. Il se retire de la partie, quoi. Hein. Il laisse la police faire le boulot parce que ça ne le concerne plus. Je te relaisse la parole. Ίσως ξαναγυρίσουμε στο θέμα του βιβλίου, αλλά ας πάμε λίγο πίσω. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουμε ρόλους και τώρα θα μπείτε εσείς στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω λίγο να πάμε πίσω στην παιδική ηλικία. Γεννηθήκατε στο Αλγέρι. Λίγο πριν τον πόλεμο της Αλγερίας. Λίγα χρόνια, 5-6. Non, alors, on va aller jusqu'au bout des confidences. Je suis resté en Algérie jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Je suis parti à la fin de la guerre d'Algérie, quand il y a eu l'indépendance de l'Algérie. Mon père était cordonnier, ma mère était femme au foyer. Et quand donc on était d'origine très modeste, hein, on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Mon père travaillait comme un fou, il prenait 15 jours de vacances tous les 2 ans. Et il travaillait 6 jours sur 7. Au départ, il était maître bottier, il faisait des chaussures sur mesure. Et puis après, ça ne marchait plus parce que les gens n'avaient pas l'argent de se faire des chaussures sur mesure. Donc, il faisait des réparations. Et à l'époque, les artisans en France et en Algérie n'avaient pas de sécurité sociale. Donc, sa hantise, c'était de tomber malade et qu'il ne puisse plus nourrir sa famille. Donc, il était toujours angoissé à l'idée qu'il n'ait pas assez d'argent pour si jamais il y arrivait quelque chose. Et son meilleur ami, Maurice Choukroun,
le héros de Alger la Noire, enfin le pauvre gars dans Alger la Noire, était un petit bijoutier de Maison Carrée. Et c'était un type d'une douceur, d'une gentillesse incroyable. Et donc, un jour, j'ai 11 ans et demi, 12 ans, on va voir ce Maurice Choucroune, mon père et moi, et il dit à mon père, il y avait un rituel, quand j'arrivais chez lui, il m'offrait une grenadine. Et il me mettait sur son balcon pour pouvoir parler entre adultes. Et donc, moi, comme tous les enfants, quand on parle entre adultes, on a envie d'entendre ce qui se dit. Et j'entends qu'il dit j'en ai assez, je vais partir. Je vais partir d'Algérie, j'en ai ras-le-bol, parce que j'ai le FLN qui me taxe pour l'impôt révolutionnaire, et j'ai l'OAS qui me taxe pour l'impôt révolutionnaire. Or, tu sais que je ne gagne pas beaucoup d'argent. Je suis malade. Il n'avait pas de problème de prostate, mais il était malade. Et il a dit, je m'en vais. Mais il a fait la bêtise de l'annoncer, de le dire. Or, à ce moment-là, Salan, qui était le chef, un général qui avait fait le putsch et qui était le chef de l'organisation armée secrète, donc de l'OAS, d'extrême droite, qui voulait que l'Algérie reste française, a trouvé que tous les bourgeois qui avaient de l'argent, ils avaient des appartements somptueux à Alger ou dans des villas, etc. Mais ils avaient aussi des résidences secondaires à Paris, à Nice, à Marseille, etc. Donc, au lieu de dire on s'en va comme Maurice Choucroune, ils partaient en vacances, mais ils revenaient pas. Et Salan donnait l'ordre de détruire leur appartement, leur maison, leur magasin, etc. Mais ils s'en foutaient, les types étaient partis. Donc il est passé à un niveau supérieur, puisque les gens se barraient comme des lâches, donc c'était des déserteurs, donc il fallait faire un exemple. Et donc Maurice Choucroune a été authentiquement, à la date qu'il y a dans le livre, Alger la Noire, précisément, enlevé, exécuté d'une balle dans la nuque et mis dans une DS-19, qui est une voiture de grands bourgeois à l'époque. Et après, ils ont annoncé à la radio, nous avons enlevé Maurice Choucroune, nous l'avons jugé et condamné pour lâcheté devant l'ennemi et pour désertion, et nous l'avons exécuté. Sauf que l'humour noir, c'est que ce Maurice Choucroune n'avait pas de permis de conduire et n'avait pas de voiture, et donc on l'a retrouvé mort au volant d'une DS-19. Voilà, et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu mon père pleurer. Et à 12 ans, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Je ne savais pas que j'allais être psy. Je ne savais pas que j'allais écrire des bouquins. Mais authentiquement, je me suis dit, un jour, je raconterai cette histoire. Voilà. J'ai attendu d'avoir 45 ans pour l'écrire, mais je savais que j'allais écrire un jour là-dessus. Et c'est de là qu'est né ce premier bouquin de Alger la Noire. Et donc, tu dois savoir que les psychanalystes ont fait eux-mêmes une analyse. Et pendant toute mon analyse, à chaque fois que j'ai tenté de parler de la guerre d'Algérie, je comprenais que mon psychanalyste ne comprenait pas ce que je disais. Ou il pensait que je dramatisais ou que j'exagérais, etc. Et au point que je me suis demandé si moi-même, je ne me racontais pas des histoires, si j'avais pas, l'enfant que j'étais n'avait pas hypertrophié les faits. Et donc, quand j'ai écrit Alger la Noire, avant toute chose, je suis allé à la bibliothèque François Mitterrand à Paris et je suis allé voir les archives militaires, les archives des journaux, etc. Et à ma grande stupéfaction, j'ai découvert que tous les faits dont je me souvenais étaient réels, c'était réellement passé. Les morts, les massacres, etc., en temps réel et quasiment à rythme quotidien. Et j'en revenais pas. Je me disais, mais donc, j'ai pas rêvé. C'était d'une violence inouïe. Donc, le gamin que j'ai été a été confronté au quotidien à la mort des autres, au début des civils par le FLN, qui posaient des bombes dans les stades, dans les cinémas, etc. Et ensuite par l'OAS, qui tuait tout ce qui était arabe, pour les terrifier. Donc, au début, c'était les ouvriers arabes. Ensuite, c'était les femmes de ménage, parce que les ouvriers ne descendaient plus en ville, ils avaient peur d'être massacrés. Donc, ils envoyaient leurs femmes qui faisaient des ménages. On tuait les femmes de ménage, etc., etc. Pour faire le vide, quoi, pour la terreur.
on va faire aux Arabes ce que les Arabes nous avaient fait avec le FLN. Ce qui n'est pas le plus intelligent plus intelligent des tactiques. Moi, j'ai toujours été séduit par la pensée de Camus, alors qu'à l'époque, je n'avais jamais lu Camus. Mais quand j'ai commencé à lire Camus, je me disais, mais ouais, c'est exactement ça, quoi. C'est ça qu'il fallait penser à l'époque, mais bon, personne ne l'a écouté, et c'était considéré comme un traître, lui aussi, hein. Il était considéré comme la trahison. Voilà, donc, voilà mon histoire. Tu as dû remarquer que dans Pointe Rouge, le héros déteste passablement Marseille, et j'ai détesté Marseille parce que c'était la ville de l'exil. Et on m'a vendu quand j'étais enfant, c'est comme Alger, mais de l'autre côté de la Méditerranée. Non, c'était pas du tout comme Alger. Et en plus, Marseille est une ville extrêmement raciste, comme toutes les villes d'immigration. C'est-à-dire que chaque génération d'immigration détestait les nouveaux. Donc il y avait sans arrêt, au départ, quand les pieds noirs sont arrivés, le maire de Marseille, Gaston Defferre, a écrit en éditorial dans son journal qui était le Provençal, en page 1, pourquoi devons-nous recevoir les Français d'Algérie? On n'a qu'à les envoyer au Brésil. Voilà, donc, et il y avait cette idée reçue complètement injuste pour moi, enfant, qui était qu'on me traitait de colonialiste et d'exploiteur. Alors, on n'a jamais été propriétaire, on n'a jamais eu de voiture, on n'a jamais eu de femme de ménage ou quoi que ce soit, et on vivait chichement, on vivait pauvrement. Mais on était, voilà, on venait d'Algérie, et la légende, c'était que tous les pieds noirs étaient très riches, avaient exploité les Nord-Africains, etc., ce qui n'est pas vrai. Il y avait 10% de gens qui avaient plein de pognon, et puis le reste, c'était des ouvriers, des petites gens, quoi. Voilà, donc ça a été j'ai grandi trop vite. J'ai grandi trop vite, enfant. Je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point, quand on est enfant et qu'on est confronté à la réalité de la mort, dans une proximité évidente. Je raconte une histoire, je ne sais plus si c'est dans Algérie Noire, mais je crois que c'est dans Algérie Noire, que j'ai réellement vécu. On jouait au football dans une ruelle, et notre public, c'était des ouvriers maghrébins, donc on ne disait pas maghrébins, on disait arabes, qui faisaient leur pause repas à l'ombre de notre ruelle, et c'était notre public. Et ils se moquaient de nous parce qu'ils nous encourageaient en nous donnant des noms de stars de football de l'époque, etc. Et on aimait bien ça parce qu'ils étaient une dizaine comme ça à commenter notre jeu de foot. Puis un jour est arrivé une 403 noire avec une immatriculation bleu-blanc-rouge de l'armée française qui est arrivée au ralenti dans la rue. Donc, comme tous les enfants qui jouent dans la rue, on a récupéré le ballon pour pas qu'il nous l'écrase et on s'est mis sur le côté. Et puis on a entendu un bruit pas très fort, contrairement dans les films de guerre ou les films de gangsters. Le bruit d'une mitraillette, c'est pas extraordinaire, hein, c'est ta-ta-ta-ta-ta-ta, hein, c'est pas des bruits explosifs. On se demandait ce qui se passait, la voiture a continué, et ils étaient tous morts. Ils étaient tous en sang, et on était, nous, terrifiés. Imagine, quoi, hein, on était 6 garçons, et tu as 10 mecs qui sont flingués sous tes yeux par une bagnole qui passe, voilà, qui exécute des ouvriers, des pauvres mecs, quoi, hein, qui devaient vivre misérablement et qui étaient là, voilà, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça, je pense que c'est cette violence-là. Je hais la violence, hein, je hais la violence, et même en étant militant révolutionnaire, etc., j'ai toujours été contre l'idée que ça se justifiait, que la violence était justifiée, etc. Je détestais l'idée qu'il fallait faire la guérilla, qu'il fallait tuer des flics, etc. Enfin, pour moi, c'est inacceptable, quoi, hein. C'est la raison pour laquelle j'étais pour Rosa Luxembourg, parce qu'elle était pour la démocratie directe, etc. Elle n'était pas du tout pour la violence. D'ailleurs, elle a été liquidée par les socialistes à l'époque en Allemagne. Donc, je détestais
Lénine, je détestais Trotsky, les Lambertistes, n'en parlons pas, je détestais tous ces gens qui avaient la vérité, quoi, hein, qui étaient là et qui justifiaient de leur position violente parce qu'ils avaient la vérité. Sauf que non, voilà, ça ne marche pas comme ça. Είναι συγκλονιστική η αφήγηση αυτή για το τι συνέβαινε στην Αλγερία. Ήθελα, επειδή σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος, ήθελα να μας πείτε μερικά πράγματα και για τη Μασσαλία, λίγα παραπάνω πράγματα, που είναι και ο χώρος στον οποίο εκτιλήσεται συχνά η δράση των μυθιστορημάτων σας. Τι είναι αυτή η πόλη? Alors, on est dans la répétition. Ça, c'est un truc de psy, hein, mais malheureusement, on en parlait il y a 2 jours sur la répétition, etc. Ce que je disais il y a 2 jours, c'est que j'étais dans un quartier à Alger prolétaire, occupé, qui était communiste. Et tous ces gens-là sont devenus OAS parce qu'ils ne voulaient pas être virés d'Algérie. D'accord ? J'arrive à Marseille. Mes parents avaient trouvé un appartement dans un quartier nord de Marseille qui était à l'époque pas du tout quartier de drogue, etc. C'était un quartier prolétaire. Et la municipalité de ce quartier était communiste. D'accord ? Et donc, à Marseille, à l'époque où je suis arrivé, il y avait 2 grands partis. Le Parti socialiste de Gaston Defferre, qui était la SFIO, et le Parti communiste, qui faisait 20 à 25% aux élections. Hein. C'était un grand parti. Et non seulement ils se détestaient, mais en plus, évidemment, ils s'alliaient au moment des élections pour gagner des élections et avoir le plus de députés possible et de maires possible. Et puis est arrivé Jean-Marie Le Pen, qui a commencé à faire du populisme anti-maghrébin, etc. Et par petits bouts, il a commencé à gagner des voix, etc. Et les quartiers populaires de Marseille, à part quelques-uns, ont commencé à voter à l'extrême droite et ont élu des députés d'extrême droite, etc. Et cette ville est un vrai paradoxe parce que le côté... il y a beaucoup, comme je dis, beaucoup d'immigration. Et il y avait alors un truc amusant, par exemple. En hypercentre de Marseille, il y avait un quartier qui était délabré, mais vraiment délabré, et où vivaient les Maghrébins qui faisaient du commerce. C'est quoi le commerce? C'était pas de la drogue ni rien, c'était pas le shit, c'était l'import-export avec l'Algérie, le Maroc, etc. Les machines à laver, les télés, etc. Tomber du camion, voilà. Et ce quartier, c'était un centre commercial pour eux, d'accord? Gaston Defferre, un jour, a décidé que ça ne pouvait plus durer, et il a décidé de rénover ce quartier et de reloger, parce que c'était un socialiste quand même, de reloger les gens qui étaient là, dans des HLM de la banlieue. Sauf que les Algériens ne voulaient pas quitter le centre-ville, qui était donc de l'autre côté de la Canebière. Ils ont traversé la Canebière et ils sont allés dans un quartier de commerce bien blanc, mais de Marseillais. Ils ont sorti leur cash et ils ont demandé combien pour ta boutique. Ils ont acheté tout le quartier, qui est devenu maintenant un quartier de commerçants arabes, en hypercentre toujours. Cette fois-ci, c'est pas délabré, etc. Et moi, quand j'étais étudiant, j'allais souvent manger des pizzas dans ce quartier, qui était un quartier très populaire. Et il y avait encore un Marseillais qui était dans ce quartier. Et il m'a dit, tu as vu comment c'est devenu? Il n'y a plus que des Arabes, c'est devenu un scandale, tu as vu, ils ont tout acheté, etc. Et je lui ai répondu au mec, mais excuse-moi, mais vous n'étiez pas obligé de vendre. Si vous avez vendu, c'est que vous avez gagné du pognon les uns et les autres. Sinon, vous n'auriez pas vendu. Vous avez décidé de vendre parce qu'ils vous ont proposé beaucoup de fric pour des commerces qui ne valaient pas autant. Il n'a plus rien dit. Et si tu veux, la particularité de Marseille, c'est que le centre n'existe plus. D'abord, il n'y a jamais eu de vrai centre. C'est une immense banlieue. Mais les bourgeois sont allés au bord de la mer, sur la corniche,
parce qu'ils trouvaient que le centre, c'était devenu... Il y avait trop d'Arabes, quoi. Hein. Et du coup, ça s'est décentré du côté. Et depuis, je ne sais pas quel est le terme en anglais ou en grec, pour la gentrification. Εξεβιενισμός. Vous connaissez ça. Et donc, le quartier qui était occupé par les Arabes à Marseille, par petites touches, les bobos français se sont installés, etc., etc. Ils ont fait des travaux, etc. Et maintenant, c'est de nouveau un centre qui est occupé par une population plus intellectuelle, etc., etc. Mais, et les Maghrébins, les Africains, etc., sont allés dans la banlieue nord, qui est devenue, comme le Bronx, un lieu de trafic de drogue, de machin, de règlement de compte, etc. Ce qui n'était pas le cas moi quand je vivais à Marseille. Hein, c'était pas du tout comme ça. C'était relativement paisible. Et le truc le plus extraordinaire, c'est que l'endroit où habitaient mes parents, j'étais persuadé que ça allait devenir comme ça. Et par je ne sais quelle magie, la rue où habitaient mes parents, c'est devenu classe moyenne. C'est-à-dire, la municipalité a interdit qu'on construise des immeubles, etc. Donc, du coup, l'immeuble de mes parents, c'est un 4 étages. Et du coup, il n'y avait que des gens d'origine moyenne qui vivaient là. Et voilà. Mais à chaque fois que je suis parti de Marseille avec un grand soulagement, parce que je détestais, comme je te l'ai dit, médecine. Excuse-moi. Pendant toutes mes études, j'ai essayé toutes les spécialités. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je peux pas être médecin, quoi. Je pourrais pas. Donc, comme j'avais fait 7 années, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout pour avoir le diplôme. Et j'avais comme idée de faire des études d'architecture. Et comme pendant ce temps-là, il se trouve qu'on n'avait pas de téléphone quand on était étudiant. Donc, quand on allait les uns chez les autres, on venait chez soi. Et donc, il y avait un défilé permanent chez moi, dans mon studio, de gens qui venaient me raconter leur malheur. Que leurs copines les avaient quittés, qu'ils étaient au fond du trou, etc. Et un de mes copains m'a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas la psy ? Et j'ai dit, mais quelle horreur, parce que les malades mentaux, les fous, ça me dit rien, quoi. Et il me dit, mais il y a un service qui est vachement bien, d'avant-garde. Le médecin-chef est vachement bien. Tu devrais aller faire un tour. Ce que j'ai fait, j'ai essayé. Et là, le côté gag, ça c'est Marseille, hein. Le côté gag, c'est que le médecin-chef était un type génial. Au bout de 8 jours, l'interne du service était enceinte. Elle avait une grossesse pathologique et donc elle a dû arrêter. Elle a dû arrêter de faire son travail. Et le médecin-chef a dit en réunion, il va falloir qu'on trouve un remplaçant. On va demander à Atia de remplacer. Une semaine j'étais là, à remplacer l'interne. Et j'ai dit non mais arrêtez là. Je ne sais même pas ce que c'est la psychose, la névrose, je ne connais rien. Et il m'a répondu cette phrase magnifique. Il m'a dit j'habite à l'hôpital. Donc, au moindre problème, tu m'appelles, jour et nuit, et je t'aiderai. Ce que j'ai fait, parce que je paniquais dès que je voyais un malade que je ne comprenais pas, et je l'appelais, et il me rassurait, il me sécurisait, et c'est sur le terrain comme ça que j'ai appris ce boulot, et j'ai trouvé ça génial comme boulot. Après, j'ai moins trouvé ça génial parce que j'ai découvert que j'ai voulu faire monter à Paris. Parce qu'il faut savoir que tous les copains révolutionnaires de l'époque à Paris, à Marseille, mouraient les uns après les autres, d'overdose, d'accidents, etc. Et ça devenait sinistre, vraiment, ça devenait sinistre. En plus, les moments révolutionnaires dans lesquels j'étais, c'était devenu une secte. Donc j'ai décidé de quitter ça. Et je me suis dit, bon, je vais partir de Marseille et je vais passer qu'un internat, celui de Paris. Ça passe ou ça casse. Et je suis monté à Paris, etc. Et là, j'ai découvert qu'à Paris, il y avait 450 cinémas et que, et que c'était une ville où on pouvait être anonyme et c'était pas
c'était pas étriqué, c'était pas minable, quoi. Hein, parce que en médecine à Marseille, c'était en plus minable. Il y avait du népotisme. Tu vois, je place mon fils, je place mon neveu, etc. Et on ne prend pas les meilleurs, mais on prend ceux qui nous arrangent. Voilà, bon, donc voilà pourquoi Marseille. Hein, et pourquoi Et malheureusement, mes parents étant restés à Marseille, pendant 20 ans, j'allais tous les ans les voir, m'occuper d'eux, etc. Et à chaque fois, c'était un cauchemar, quoi, parce que je m'y sentais jamais bien, quoi. Je trouvais que c'était... Et le Marseillais, hein, de base, le vrai, on dit de lui qu'il est accueillant, mais c'est pas vrai. Quand on dit en France que les gens du Nord sont chaleureux, c'est vrai. Ils sont accueillants, c'est vrai. Et les gens du Sud, ils font semblant de l'être. Mais quand ils ouvrent la porte, quand tu sonnes à la porte, ils ouvrent la porte, mais ils mettent le pied pour pas que tu entres. Tu vois, ils ouvrent comme ça et ils te disent oui, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Et ils sont dans l'entre-soi, ils sont entre eux. Et ils n'aiment pas les étrangers, de manière générale, tous. Alors actuellement, maintenant, c'est évidemment les Africains, etc. En plus des Arabes, etc. C'est les Africains, il faut les rejeter, il faut les repousser. C'est comme l'auteur avant, là, le Congolais, c'est tous des voleurs, des menteurs, des tricheurs, quoi. Hein, c'est affligeant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on n'a pas vraiment le temps. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε 1-2 λεπτά. Je suis bavard. Είστε πράγματι φλίαρος, αλλά τα λέτε ωραία. Ίσως να κάνω εγώ μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε στην πραγματικότητα χρόνο. Να μας πείτε μόνο μια φράση, αφού ο Πάκο Μαρτίνες δεν θα συνεχίσει, τι θα κάνετε τώρα? Alors, j'ai été malade déjà. Ensuite, j'ai écrit, ça vous ne le savez pas, j'ai écrit un roman que tout le monde a refusé, tous les éditeurs parisiens ont refusé, et j'étais fou de rage parce que je trouvais qu'il était bon. Donc, j'ai fait un truc qui ne se fait pas en littérature. J'ai, dans Le Rouge et le Brun, 80 pages du Rouge et du Brun, c'est tiré de ce roman, qui s'appelait en fait, au départ, Rue de Chabrol, qui était l'histoire du Fort Chabrol à Paris, de l'époque de la fin du 19e siècle. Et donc j'ai fait Le Rouge, qui était l'histoire d'Aldo Moro, hein, et les Brigades Rouges, et le Brun, qui était le fascisme en France, etc. Et donc là, j'écris un autre roman il n'y a pas longtemps, qui n'est pas un roman policier. Je l'ai envoyé qu'à 1 ou 2 éditeurs. Et ils m'ont, alors, parce qu'actuellement en France, c'est extraordinaire. Tu envoies un manuscrit en pièces jointes, d'accord, par Internet, et ils te répondent automatiquement. Si vous n'avez pas de réponse dans les 6 mois, considérez qu'il a été refusé. Ils te répondent même pas par rapport au bouquin que tu as écrit, tu vois. Et ça donne pas envie de démarcher les éditeurs. Pourquoi? Parce que je suis vieux et que probablement... Tu sais, j'ai écrit 8 romans, un ouvrage clinique de psy, une 50aine de nouvelles, dont seulement 3 ou 4 ont été publiées, parce qu'on ne publie pas les nouvelles en France. C'est qu'aux États-Unis et des pays anglo-saxons. Et j'ai adapté un de mes romans pour Arte, pour une chaîne de télé, en centre scénario. J'ai fait des courts-métrages. J'ai fait plein de trucs, quoi. Et plus, j'ai fait de l'enseignement, etc., etc. Donc, j'estime que j'ai eu une vie plutôt pleine. Et j'ai failli mourir il y a peu de temps. Et je disais à ma compagne, j'ai bien vécu. Je regrette rien. Je ne suis pas là à me dire, j'aurais dû, il aurait fallu, etc. J'ai beaucoup voyagé. Et si... ça s'arrête là, ça s'arrête là. Si j'écris plus rien ou qu'on ne veut plus de ce que j'écris, c'est pas grave. J'écoutais ce que disait le gars avant.
c'est la relève. Enfin, c'est un jeune auteur, et les éditeurs cherchent des gens comme lui, des jeunes auteurs qui ont l'avenir devant eux, qui vont produire, écrire, ce qui n'est plus mon cas. Moi, ce que j'ai eu à dire, je l'ai dit dans mes 6 romans, et je suis très fier d'avoir fait ces 6 romans avec Paco Martinez, parce que j'ai pu réaliser un de mes fantasmes, qui était de revisiter l'histoire de France, parce que malheureusement, les Français oublient. Ils oublient ce qu'ils ont vécu, et les gens qui ont lu mes bouquins en France, ils me disent « Ah oui, on avait oublié que... » Ben oui, on a oublié qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça, etc. Et on a oublié que Coluche, un comique, a été candidat à l'élection présidentielle, etc., etc. Donc, si j'écris plus... Non, si je ne suis plus édité, parce que je continue à écrire, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle... J'en ai écrit 2 récemment que j'ai envoyé à personne encore. Un d'une centaine de pages et un de à peu près 200 pages, 220 pages. L'un qui raconte l'Europe des années 2000 à travers le voyage de 3 hommes qui sont 3 amis, et ça c'est une vraie histoire. On était 3 amis et on a perdu nos pères la même année. Nos 3 pères sont morts. Donc on est allé au restaurant. J'étais le 3e à perdre mon père, donc ils m'ont dit bienvenue au club. Et puis un des 3 a dit mais on va pas tous les ans fêter l'anniversaire de la mort de nos pères, c'est chiant comme tout. Donc je propose, dit-il, qu'on fasse un voyage en octobre ou novembre tous les ans d'un week-end dans une ville du monde en mémoire de nos pères, et il rajoute jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est-à-dire qu'il voulait qu'on fasse ça jusqu'à ce qu'on disparaisse tous les 3. On l'a fait pendant 20 fois. On a fait 20 villes comme ça. Et donc, j'ai écrit un petit texte qui s'appelle, alors tu connais peut-être pas ce terme, qui s'appelle Asguer, qui est l'anniversaire de la mort dans la culture juive. Et je raconte une douzaine de voyages. Et il se trouve que dans ces voyages, on était à Amsterdam quand il a commencé à avoir des sex shops. On était à Berlin quand le mur est tombé, etc., etc. Et donc je revisite, si tu veux, ces périodes-là européennes. J'ai pris beaucoup de plaisir, mais je ne l'ai pas envoyé à aucun éditeur. Et je pense que personne n'en voudra, parce que ce n'est pas un polar, parce que ce n'est pas un roman noir, parce que ce n'est pas dans la niche. Tu sais, il y a une étiquette, et puis c'est fini, quoi. Il n'y a pas de... Tu n'as pas le choix. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça va devenir. Ωραία. Πάντως, είτε δημοσιεύσετε κάτι καινούριο, είτε όχι, εμείς εδώ, δεδομένου ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε 2-3 ώρες ακόμα, νομίζω, ίσως να μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα αυτή, ποιος ξέρει, ενδεχομένως και του χρόνου. Oui. Σας ευχαριστούμε πολύ. Merci à vous.